Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier. Je reconnais plusieurs noms, plusieurs visages. Euh, Bienvenue. Je me présente. Je m'appelle Kimberly Jean Farin. Je suis la directrice générale de l'Observatoire en immigration francophone et présidente du comité permanent sur l'immigration francophone de Voix vers la prospérité. Donc, il me fait très, très plaisir d'être avec vous cet après-midi pour cet atelier. Quelques éléments techniques avant de commencer. Donc, je vais vous inviter à garder vos micros en sourdine, mais sachez qu'on aura une période de discussion où vous allez pouvoir poser vos questions de vive voix. Et je vous invite aussi à ouvrir vos caméras afin qu'on puisse voir vos beaux visages. C'est certainement plus agréable de présenter au beau visage de la francophonie plutôt qu'à une liste de noms. Donc, ne soyez pas timides, on est en famille. Et puis, sachez que nous avons accès à la fonctionnalité questions-réponses. Donc, si vous ne voyez pas cette fonctionnalité dans votre menu Zoom, vous allez cliquer sur le cercle avec les trois petits boutons, le plus ou more si c'est en anglais, et vous allez avoir l'option et vous pourriez tout au long de la présentation poser vos questions par écrit et vous allez aussi pouvoir voter sur des questions de d'autres participants, participantes que vous appuyez. Donc voilà pour les éléments techniques. N'hésitez pas à utiliser le clavardage si vous avez des soucis, on pourra vous y répondre par cet outil. Et puis, je vais maintenant procéder à la reconnaissance du territoire. Donc, je suis présentement sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. La reconnaissance du territoire, c'est vraiment très important pour moi en tant que personne immigrante francophone qui habite ce territoire, qui élève mon fils sur ce territoire. Donc, cette reconnaissance du génocide des peuples autochtones et mettre de l'avant la vérité, prendre des actions concrètes pour la réconciliation, c'est vraiment une pratique qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, je vous invite à également effectuer une reconnaissance du territoire sur lequel vous vous trouvez via l'outil de clavardage. Euh, voilà, faire la présentation d'aujourd'hui. Et ensuite, on pourra écouter professeur Louisa Véronès de l'Université d'Ottawa, qui est notre discutante pour cette présentation. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour vous en dire quelques mots sur Madame Blanchette, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis quand même quelques années. Chantal est coordonnatrice de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. Elle orchestre le projet de recrutement international de main-d'œuvre francophone en petite enfance. C'est vraiment un modèle rigoureux et reconnu à l'échelle pan-canadienne qui a été développé et évalué en continu depuis 3 ans. Elle conçoit des outils qui soutiennent le parcours des personnes candidates de la présélection jusqu'à l'intégration en emploi. Elle accompagne les employeurs et les communautés d'accueil dans la mise en place des conditions propices à une intégration durable et convaincue que la réussite d'un recrutement repose sur la qualité de l'accompagnement humain. Elle contribue au développement de pratiques favorisant l'accueil, l'inclusion et la rétention des talents internationaux. Donc, merci énormément, Chantal, d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi et de faire cette présentation. On sait que tu es très débordée. On est à l'écoute. Je t'invite à partager ton écran et à aller de l'avant avec ta présentation. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Oui, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir, ce n'est pas ma première participation à Voix pour la prospérité, mais c'est toujours un grand bonheur de pouvoir collaborer avec cette belle équipe. Alors, merci pour cette invitation. Tout le monde a accès à mon écran, c'est bon, vous voyez bien, vous m'entendez bien, parfait, excellent. Donc, oui, je viens vous parler de notre modèle que l'on a au niveau du recrutement mais
pouvoir aussi vous expliquer qu'est-ce que nous on fait puis que vous pourriez possiblement transférer chez vous. Donc, c'est pour ça là, que c'est vraiment un modèle qu'on espère qui pourra peut-être répondre à. OK, c'est bon. Hum, qui nous sommes, hein, très rapidement, la FCO, donc nous sommes vraiment la porte d'entrée pour la petite enfance francophone en Ontario. Nous, on existe depuis 1993. Donc, nous sommes non seulement les porte-paroles, mais nous offrons aussi tout un volet de formation continue, que ce soit pour le personnel éducateur que pour les gestionnaires. Nous, la FCO, nous avons nous-mêmes aussi nos propres centres éducatifs. Alors, nous avons 26 centres à travers la province qui comportent plus de 365 employés. On sait de quoi qu'on parle, je crois. Et on accompagne les employeurs francophones qui sont à la recherche d'un personnel éducateur qualifié. Et nous, ben, on le fait à travers un parcours qui est vraiment structuré. Et ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter aujourd'hui, ce parcours-là. Donc, tout d'abord, pourquoi on a dû mettre en place ce parcours-là? Ben, il y a une grande pénurie au niveau des éducateurs et éducatrices de la petite enfance en Ontario, mais à travers le Canada au complet. Donc, présentement, il y a 47 et là, je vous donne vraiment des chiffres au niveau de l'Ontario seulement. 47 des enfants qui auraient droit au système d'éducation en langue française et qui pourraient, en principe, avoir une place dans nos centres éducatifs francophones. Malheureusement, il y a seulement que 27 qui y ont accès dû à la pénurie. Donc, il devrait y avoir 47 qui sont capables d'intégrer le système, mais on a seulement 27 qui ont droit dû à cette pénurie-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers un modèle d'accompagnement, et c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui, un modèle d'accompagnement qu'on peut mettre en trois temps. Je vais vous le présenter vraiment en détail, mais en premier lieu, notre rôle, nous, à la FCO, c'est vraiment de s'occuper de toute la présélection. Et vous allez voir qu'on utilise différentes choses pour pouvoir vraiment s'assurer qu'il y aura une bonne adéquation entre les gens qu'on sélectionnent, les besoins des employeurs qui font appel à nous et tout le secteur de la petite enfance pour bien sûr répondre à ces exigences. Donc, en premier lieu, nous, on fait cette présélection-là à travers une plateforme qu'on appelle Connexion Petite Enfance. À la fin de cette présentation, vous aurez un code QR que vous pourrez scanner pour aller visiter un petit peu ce site-là. Et c'est à travers cette centrale-là, cette plateforme centrale-là, que les gens peuvent aller appliquer sur les différents postes en petite enfance. Ensuite de ça, à travers cette présélection-là, ben nous, on a développé des outils pour permettre aux gens d'aller un peu plus loin aussi dans leur réflexion et surtout dans la préparation de ce grand projet-là. Donc, on a créé un questionnaire d'adaptation. On a créé différents outils là, que je vais vous présenter. Donc, il y a vraiment une présélection qui est faite et qui nous permet là, d'avoir vraiment un jumelage adéquat et un jumelage de qualité entre les candidats qui veulent venir travailler en petite enfance, les employeurs et bien sûr les communautés qui les accueillent aussi. Le deuxième temps de ce modèle d'accompagnement-là, c'est toute la préparation que on leur offre. Donc, à travers des ateliers qui sont fortement recommandés, si ce n'est pas pour dire obligatoire, on leur offre vraiment une sorte d'information pour qu'elles soient bien conscientes. Et là, vous voyez que j'utilise le prénom elle parce que, hein, on ne se le cache pas, à peu près 95 du personnel éducateur est féminin, mais n'oublions pas les hommes qui sont de plus en plus présents dans dans ce milieu-là. Alors, pardonnez-moi à l'avance là, si j'utilise la forme féminin au cours de cette présentation-là. Donc, il y a beaucoup de défis. Hein? Tout le monde le sait, je suis certaine autour de cette table, beaucoup de défis quand on veut
intégrer un nouveau marché du travail, très certainement, mais encore plus, donc on doit intégrer une nouvelle communauté, voire même un nouveau pays. Donc, nous, on tente par divers outils de vraiment être le plus honnête et le plus transparent possible, que ces gens-là soient vraiment à même de bien préparer leur grande aventure en Ontario. Et par la suite, ben, il y a vraiment un accompagnement continu. Alors, même un coup qu'elles sont rendues ici au pays et qu'elles ont intégré le marché du travail, qu'elles ont intégré leurs équipes, nous, on continue avec des suivis mensuels, on a des communautés d'entraide et on a établi différents partenariats locaux pour vraiment, vraiment assurer leur intégration de manière durable et efficace. Alors, je vous présente rapidement ce fameux parcours que nous, on utilise pour pouvoir présélectionner les bons candidats. Donc, je vous ai parlé, on a cette plateforme-là de connexion petite enfance qu'on utilise. Et là, vous voyez quelques dates, c'est que nous, on a décidé que notre cycle d'embauche commençait le 1er juillet. Donc, en date du 1er juillet, l'équipe de ressources humaines s'installe et révise tous les CV qui sont rentrés au cours de l'année, ainsi que les CV qu'on a obtenus pendant nos missions à l'international. Et ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. Et là, il y a un premier tri qui est fait. Vraiment, on a sur cette plateforme-là un formulaire que les gens doivent remplir. Et là, ils doivent répondre à certaines questions qui nous permettent de faire un premier tri. Hein. Est-ce qu'elles ont le bon diplôme? Est-ce qu'elles ont l'expérience? Est-ce qu'elles ont les différents critères que l'on recherche? Ensuite, on a développé un questionnaire qui s'appelle le questionnaire écart, qui vérifie le niveau d'adaptabilité. Alors, ça aussi, je vais vous en parler. Et là, vraiment, il y a toute une série d'ateliers, de documents, de fiches d'informations qui leur sont partagées, toujours pour préparer cette présélection-là, et ça nous amène jusqu'à l'étape où là, on est capable de présenter celles qui se sont rendues plus loin, ceux et celles qui se sont rendus plus loin dans le processus, qu'on peut maintenant les présenter aux employeurs. Un coup qu'ils ont été présentés aux employeurs, il y a évidemment le jumelage qui se fait, l'employeur qui veut embaucher telle ou telle candidate. Et là, nous, on revient à la charge et on leur offre encore une fois une série d'ateliers, de fiches, de documents, de capsules vidéo pour leur permettre toujours de continuer à préparer leur intégration autant personnelle que professionnelle. Et vraiment, là, il y a cet accompagnement-là jusqu'au départ pour l'Ontario. Et suite leur arrivée, ben, on ne les laisse pas tomber. On continue avec nos communautés d'apprentissage et les autres outils que je vais vous présenter dans un instant. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un petit regard éclair sur à quoi il ressemble notre fameux parcours d'embauche. Donc, comme je le disais, ce parcours-là, on l'a un peu séparé en trois. La première partie qui est vraiment toute la présélection. Donc, les gens vont appliquer sur notre plateforme. Et c'est là que vient, pour ceux qui ont répondu aux premiers critères, c'est là qu'on leur envoie le questionnaire qu'on appelle écart. Le questionnaire écart, c'est évaluation de la capacité d'adaptation lors du recrutement de talents. Donc, ce sont des consultants experts externes qui ont créé cet outil exploratoire-là pour nous. Et ce questionnaire-là permet d'évaluer le potentiel d'adaptation des personnes dans un contexte particulier. OK? C'est pas nécessairement un test de personnalité traditionnel. Nous, ça vient vraiment explorer les motivations, les stratégies d'adaptation et surtout l'agentivité des personnes. Donc, c'est-à-dire leur capacité à prendre des décisions, à passer à l'action, puis à maintenir le contrôle sur leur projet d'immigration professionnelle. Donc, c'est vraiment une évaluation de toutes les capacités qu'elles ont à intégrer nos communautés, à vraiment réussir leur projet d'immigration. Et je vous dirais qu'après 3 ans de ce projet-là, on réalise à quel point les résultats du questionnaire écart sont vraiment visibles sur le terrain. Donc, si on est un peu moins rigoureuse par rapport aux résultats que l'on voit dans le questionnaire écart, ben, on se rend compte que
celles qu'on a laissées passer, peut-être avec des résultats un peu plus limites, elles ont beaucoup plus de défis. Donc, vraiment, pour nous, c'est devenu un outil extrêmement important pour s'assurer, encore une fois, là, cette adéquation-là entre le bon candidat, le bon employeur et la bonne communauté. On a aussi développé un questionnaire d'autoréflexion parce que hein, on le sait, c'est une chose de rêver au Canada, de rêver d'intégrer le marché du travail en petite enfance ou autre marché du travail, mais souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, comment réussir à bien se préparer? Bien, nous, on a préparé un long questionnaire hein, qui leur prend certainement une bonne heure à remplir, mais qui leur permet de se poser des bonnes questions. Alors, est-ce que j'ai pensé à, par exemple, que oui, mon milieu de travail va être en français, mais qu'il y a des bonnes chances que la vie autour de mon centre éducatif soit en anglais? Est-ce que mes enfants sont prêts à intégrer un environnement différent auquel ils sont habitués? Beaucoup, beaucoup de questions. On touche les finances, on touche la langue, on touche l'éducation, on touche le système de santé. Donc, vraiment, là, c'est pour qu'elles se posent les bonnes questions pour s'assurer qu'elles réussissent leur projet. Donc, ça fait partie vraiment de la présélection. Et le questionnaire d'autoréflexion, il ne fait pas partie du processus de sélection comme tel. Hein. Si quelqu'un me dit qu'ils sont un peu moins prêts à telle éventualité ou telle éventualité, c'est pas ça qui va faire que je vais refuser de les garder dans le processus. Mais nous, ça nous donne quand même une très, très bonne indication de quels seront les besoins et alors quelle serait la bonne région. Parce que nous avons des centres à travers la province, donc évidemment dans le nord, dans le centre et dans l'est, et c'est comme ça qu'on sépare aussi tout le projet hein, avec les trois régions. Donc, il y a beaucoup de questions qu'elles peuvent se poser. Et nous, ben, on va se servir, puis on est dans un projet pilote, hein, alors c'est assez nouveau qu'on utilise ce questionnaire d'autoréflexion-là. Je vous en reparlerai peut-être l'année prochaine, à voir qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Donc, vraiment, le succès repose, comme je vous disais, sur cette fameuse adéquation-là entre les candidats, les employeurs et la communauté d'accueil. Et c'est pour ça qu'on a intégré divers outils. OK? Donc, ce que la phase 1 permet d'obtenir, c'est qu'il y a déjà un bon bassin de candidatures qui sont filtrées selon les besoins réels du secteur que nous, comme experts, on connaît bien. On s'assure que les attentes sont alignées, hein, autant les attentes des candidats et candidates qui postulent que les employeurs qui sont à la recherche de bons éducateurs et éducatrices qualifiés. À travers tous les ateliers préparatoires que l'on fait avant les entrevues avec les employeurs, bien, ça permet justement que les candidats soient bien préparés. Donc, on ne fait pas perdre de temps à personne et c'est ce qui nous amène vraiment à un jumelage éclairé parce que l'employeur reçoit des profils qui sont vraiment validés et non simplement une tonne de CV. Dans la phase 2, donc préparer le départ avant l'arrivée, c'est là qu'on vient mettre beaucoup d'emphase autant sur le volet personnel que professionnel. Donc, on a établi un partenariat avec la Société économique de l'Ontario qui appuie nos candidats et candidates dans leur demande de permis de travail. On a établi des partenariats avec différents centres d'établissement aussi avec lesquels qui nous appuient et qui appuient nos candidats là, à pouvoir se retrouver dans tous les questionnaires et dans le grand dossier, là, évidemment, qu'elles doivent construire. Ensuite, ben, on les prépare aussi au niveau des chocs culturels, hein, qui sont toujours bien importants, au niveau de leur bien-être, l'importance de s'occuper de soi pendant tout ce projet d'immigration-là. Pour nous, à la FCO, c'est quelque chose qui est vraiment important et pour lequel on essaie de leur fournir le plus d'outils possible. En bout de ligne, on veut des employés qui sont heureux et heureuses, alors aussi bien les accompagner durant toute cette préparation-là pour appuyer euh, ce petit bonheur-là au Canada. On leur offre une série d'ateliers sur tous les systèmes et services de l'Ontario. Hein, donc, le système judiciaire, le système scolaire, le système de santé. Donc, encore là, on a établi des partenariats avec plusieurs organismes qui viennent présenter de l'information. Et je vous dirais, ça va être très intéressant cette année parce que
L'année passée, on a présenté ces ateliers-là de manière évidemment virtuelle, hein, parce que les gens sont encore à leur pays, vous le comprendrez, lorsqu'ils font ce début de processus-là avec nous. Et donc, on faisait des sessions en direct et là, les gens pouvaient poser leurs questions et réponses. C'était très intéressant, mais on s'est rendu compte que beaucoup des candidats, on avait l'impression qu'ils étaient beaucoup plus concentrés à poser des questions dans le chat que d'écouter le contenu. Et aussi, ben, on se rend compte que le français, c'est une langue, mais 1000 accents. Donc, dépendamment de qui donnait l'atelier. Parfois, l'accent est un peu plus fort, parfois, l'accent est un peu plus facile. Donc, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est que nous sommes en train d'élaborer des partenariats pour enregistrer des petites capsules. Alors, plutôt que, par exemple, on est sur le système de santé, plutôt que ce soit un webinaire d'1 heure qui parle du système de santé, puis là, les candidats essaient de comprendre tout ça, on va enregistrer des petites capsules de 10 minutes qui vont venir chercher, qui vont venir toucher certains points importants, par exemple, du système de santé. Et là, les candidates auront un certain temps limité pour regarder ces capsules-là et on va leur offrir une séance de questions et réponses en direct. Donc, ça va permettre aux gens de regarder la capsule plusieurs fois, de regarder la capsule avec leur conjoint ou leur conjoint, parce qu'on met beaucoup d'emphase aussi que c'est un projet de vie de famille, hein, pour ceux et celles qui ont des familles. Et ça leur permet de préparer des questions puis de pouvoir se concentrer. Donc, encore une fois, on s'en reparlera peut-être dans un an. Est-ce que le modèle des capsules préenregistrées aura été un succès? Moi, j'y crois très fort. On verra bien ce que ça donne. Et puis, un grand merci à notre bailleur de fonds, IRCC, qui embarque dans nos aventures et nos folies d'idées qu'on peut bien avoir pour ce parcours-là. Ensuite de ça, bien évidemment, là, il y a tout un appui au niveau des suivis administratifs et juste avant leur départ, on va leur offrir un beau petit webinaire là, de récapitulation. Oubliez pas ci, oubliez pas ça, pour là, que lorsqu'elles débarquent sur le territoire, là, elles soient déjà bien préparées. En parallèle avec ça, bien évidemment, il y a tout le volet professionnel aussi qu'on veut s'assurer qu'elles maîtrisent du mieux qu'elles le peuvent, bien sûr, avant de rentrer dans notre système. Donc, on va leur donner encore là, ce sont des auto-formations qu'on a conçues qui sont sur notre site web. Et puis, le modèle, c'est qu'elles vont avoir encore quelques temps pour regarder ces auto-formations, pour les compléter. Et il y aura ce qu'on appelle, nous, des communautés d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des facilitatrices pédagogiques qui vont prendre du temps avec les candidats et candidates de manière en direct pour répondre à leurs questions. Donc, les pratiques pédagogiques, bien sûr, en petite enfance, hein, l'Ontario a un cadre pédagogique bien établi pour notre profession. On va leur parler de culture canadienne en milieu de travail aussi, hein, parce que la culture canadienne, ça peut être très, très différent. Et puis, on veut s'assurer qu'elles soient capables de bien intégrer leurs équipes, tout comme la communication interculturelle aussi, qui est vraiment important, sur lequel on est en train de mettre beaucoup d'emphase. Et bien sûr, hein, tout le principe là, de l'équité, diversité et inclusion. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'on veut autant personnel que professionnel et dans lequel on croit qu'il va faire une très, très grande différence. Ensuite, ben, c'est un accompagnement qui se poursuit, hein. Donc, comme je vous disais, il y a, à tous les mois, certainement, on leur parle. On a créé des communautés WhatsApp aussi pour chacune des régions. Et on a incorporé, donc là, nous, on débute notre 4e cycle. Donc là, on est en train de l'entamer là, pour notre 4e cohorte. Dans nos communautés WhatsApp, les 3 premières cohortes sont là et elles se parlent, elles s'aident. L'entraide est extraordinaire dans ces communautés-là. On garde un petit œil pour s'assurer que ça déborde pas. On garde un petit œil pour s'assurer que ça continue à parler en français. Donc, mais quand même, on réalise que c'est un endroit et c'est un endroit aussi qui nous permet de passer beaucoup de messages parce que beaucoup de nos candidats et candidates à l'international utilisent WhatsApp plutôt que leur courriel ou toute autre plateforme. Donc, on s'en sert aussi pour passer les messages les plus importants.
Le grand succès, bien sûr, de ce parcours-là, ce sont tous les partenariats qu'on a établis, les partenariats communautaires, donc que ce soit avec les services d'établissement, les centres d'emploi, les associations ethnoculturelles, les réseaux de soutien à l'immigration francophone, ces belles personnes-là qui sont mobilisées autour de l'immigration francophone, ben, on essaie vraiment de s'assurer qu'on travaille en collaboration pour permettre, encore une fois, une meilleure intégration. Et bien sûr, on continue, nous, les démarches administratives, toujours en partenariat avec la société économique, pour lorsqu'ils sont rendus à pouvoir faire leurs démarches au niveau de la résidence permanente, hein, parce que c'est l'objectif, bien sûr. On fait venir ces gens-là sous un statut de travailleur temporaire avec un permis fermé, mais l'objectif, bien sûr, c'est qu'elles obtiennent la résidence permanente et puis qu'elles puissent aller chercher leur qualification vraiment comme éducatrice. Donc, nous, pour nous, on y croit à 100%. L'intégration réussie de nos candidats et candidates repose absolument sur la mobilisation de toute la communauté, de tous les partenaires avec qui on peut bien travailler. Donc, il y a ce fameux parcours-là qu'on utilise, bien sûr, pour pouvoir faire cette présélection-là et pour pouvoir présenter là, des candidats et des candidates de qualité aux employeurs qui sont dans le besoin. Mais en parallèle, on fait aussi des missions à l'international. Donc, bien sûr, on participe à Destination Canada, que vous connaissez tous, j'en suis certaine, mais nous avons jusqu'à présent conduit 2 missions vraiment de petite enfance à l'international. Et là, la première mission, on avait 4 provinces partenaires avec nous. On est allé au Maroc et en Tunisie l'année passée, en mai 2025. Et cette année, en mai 2026, nous avions maintenant 6 provinces partenaires. Donc, 2 provinces de plus qui ont vu vraiment le succès et à quel point ça pouvait être efficace de fonctionner avec des missions qui sont vraiment spécialisées sur un secteur. Et d'ailleurs, l'IRCC puis toute l'équipe de Destination Canada travaille vraiment très près avec nous pour que ce modèle-là puisse être présenté même à d'autres secteurs éventuellement. Donc, ce qu'on a fait pour ces missions-là, c'est que tout d'abord, on a fait un premier triage à travers notre plateforme. Donc, chaque province, tous nos partenaires avaient publié sur leurs réseaux sociaux, sur le site web, que cette mission-là s'en venait pour inviter les gens à appliquer. Un coup qu'ils ont été appliqués, tous ceux là, qui correspondaient aux premiers critères, ils ont reçu des ateliers de préparation. Donc, ce sont les mêmes ateliers que l'on présente, nous, dans notre parcours, qui permettent aux gens de déterminer est-ce que c'est vraiment un bon projet pour moi. Donc, le premier atelier, c'est qu'est-ce que c'est de travailler en petite enfance en Ontario. Et cette fois-ci, ce qu'on avait fait, étant donné que c'est une mission nationale, chacune des provinces venait présenter qu'est-ce que c'était de travailler en petite enfance dans leur province respective. Ensuite, ils recevaient le fameux questionnaire d'autoréflexion. Ils devaient remplir le fameux questionnaire écart. Et on a aussi construit un tableau collaboratif là, dans notre plateforme Monday pour que chacune des provinces puisse vraiment, là, qu'on puisse travailler de manière totalement collaborative et pouvoir s'échanger des notes et tout ça. Et puis, bien sûr, là, il y avait des rencontres mensuelles très, très importantes pour préparer ces missions-là. Donc, beaucoup de préparation avant même d'arriver à la mission et pendant la mission. Nous, particulièrement en Ontario, on avait déjà préétabli toute une série de personnes que l'on voulait rencontrer. On avait déjà préparé des blocs, dans le fond, de groupes, des entrevues de groupe, dans le fond, ce que je veux dire. Et ça nous a permis, de pouvoir leur expliquer de façon en présentiel, le fameux parcours que je vous ai montré, mais aussi, encore là, de pouvoir continuer dans cette présélection-là et de s'assurer qu'on revient avec des dossiers qui sont vraiment, qui correspondent aux besoins des employeurs qui nous avaient donné cette mission-là. Donc, 2 missions vraiment extraordinaires, une collaboration absolument
magnifique avec les autres provinces, avec l'IRCC, avec les ambassades. Le travail en amont qui est fait est toujours absolument extraordinaire. Et ce qu'on a fait aussi pendant qu'on était durant la dernière mission, on est allé visiter des crèches à Paris, on est allé visiter un centre de formation au Maroc, on est allé s'asseoir même avec un sénateur français pour lui parler des difficultés que l'on avait, notamment au niveau de la reconnaissance des diplômes, parce que je vous cacherai pas que, bien sûr, le secteur de la petite enfance est définitivement un secteur dans lequel toute cette reconnaissance-là des diplômes pourrait gagner à être améliorée. Hein. C'est un grand, grand défi de pouvoir rentrer parce que l'Ontario, comme je vous disais, est le seul territoire, en fait, en Amérique du Nord qui est réglementé par un ordre professionnel. Alors, ça l'amène une petite couche de défi de plus par rapport aux autres provinces, mais et ça fait que toute la préparation en amont, elle est vraiment, vraiment importante. Depuis 2023, on a plus de 95 candidates et candidats qui ont été embauchés, qui ont intégré nos équipes là, dans une vingtaine de centres éducatifs à travers l'Ontario. Notre cohorte numéro 1, elle est en train là, de débuter tout leur processus de résidence permanente. J'en ai quelques-unes qui l'ont déjà obtenu. J'en ai même une qui est devenue supervisée maintenant. Là, c'est notre cohorte 2 qui commence à regarder pour faire leur démarche administrative pour obtenir la résidence. Donc, on voit que ça avance rondement, malgré que avec les différents changements qui sont apportés, comme par exemple le niveau de langue qui passe maintenant au niveau 7 plutôt que le niveau 5, il y aura des ajustements qu'on devra faire de notre côté définitivement à ce niveau-là. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Là, on reçoit bien sûr beaucoup de CV au départ, mais on envoie un certain nombre d'invitations. Ensuite, il y a un certain nombre d'entrevues qui sont réalisées. Mais on a eu à la dernière mission là, un taux de 83 de participation aux entrevues qu'on avait cédulées à l'avance. Donc, pour nous, c'est un gage de succès que les gens auxquels on avait présenté les ateliers de préparation et qui avait bien rempli les différents formulaires et tout, ben, elle comprenait l'importance d'être là et le sérieux de toute cette démarche-là. Donc, pour nous, c'est un beau gage de succès. Donc, c'est un impact, ça, que ce soit les missions, que ce soit le cours que l'on a créé, que ce soit toute cette préparation-là qu'on s'assure de faire, ben ça a définitivement un grand impact. Puis ça vient, c'est plus grand que le secteur de la petite enfance, hein, parce que ça passe le recrutement de professionnels francophones qui sont passionnés, qui sont qualifiés. Ces gens-là viennent contribuer à la vitalité de nos communautés francophones en situation minoritaire. Hein? Le fait d'aller chercher à l'international, ben, évidemment, ça vient répondre à notre besoin de main-d'œuvre, mais ça nous permet aussi de maintenir la qualité des services en ayant des éducateurs et éducatrices qui parlent français et qui peuvent vraiment s'assurer de partager cet amour de langue-là et la passion qu'elles ont. Ça nous permet de diversifier nos équipes, qui est une meilleure représentation des familles que l'on sert. Hein? L'Ontario francophone, on le sait, est maintenant très majoritairement issu de l'immigration. Donc, évidemment, nos familles sont très diversifiées. Alors, en allant à l'international pour pouvoir recruter, bien, ça nous permet d'amener cette diversité-là aussi dans nos équipes et donc qu'il y ait, encore une fois, une meilleure adéquation entre les familles et les équipes qui les reçoivent et qui s'occupent de leurs tout petits. Tout ça, ben, ça l'amène vraiment l'arrivée de familles francophones qui viennent renforcer le tissu social et linguistique de nos communautés. Donc, c'est plus que d'intégrer un candidat, une candidate sur le marché de travail, c'est vraiment toute la famille qui vient enrichir nos communautés francophones. Ce que cette expérience nous apprend rapidement, je suis certaine que je dépasse déjà un petit peu le temps. Il y a deux leçons, je vous dirais, là, qui nous a particulièrement marqués. Tout d'abord, ben oui, la qualité se joue même avant l'entrevue. Hein?
d'avoir la capacité de publier les posts avant l'émission, par exemple, ou d'utiliser une plateforme centrale pour laquelle c'est simple d'appliquer. Ensuite de ça, de pouvoir utiliser de pouvoir présenter les ateliers, les fameux questionnaires d'autoréflexion, le fameux questionnaire écart. Ben, tout ça, ça amène les candidats à réfléchir à leur propre projet avant même de nous rencontrer, avant même de rencontrer les employeurs. Donc, il y a une certaine, on peut dire peut-être une certaine sélection qui se fait dès le départ avec les gens qui ne voyaient pas à quel point c'était peut-être un projet important ou un projet dans lequel elles devraient s'investir beaucoup. Et on espère qu'avec ce qu'on leur présente, elles ont cette réflexion-là et de pouvoir vraiment déterminer est-ce que c'est un bon projet pour moi? Est-ce que je suis prête à aller au Canada et intégrer le secteur de la petite enfance? Et puis, nous, ben, toujours dans l'émission, on s'est aussi gardé une petite place pour les imprévus, hein, parce qu'il y a toujours des imprévus. Puis, comme par exemple, à Destination Canada, on avait déjà établi beaucoup d'entrevues, tout un horaire d'entrevues, mais on a eu tellement de candidats et candidates qui se sont présentés de manière spontanée à notre table et qui étaient vraiment intéressants. On a pu établir avec IRCC, on a pu avoir un petit coin dans la salle et pouvoir présenter notre projet à des petits groupes. Donc, on a vraiment maximisé le temps qu'on était là. Ce sont de grandes journées, évidemment, de longues journées, mais ça l'a permis, ça aussi, de pouvoir aller chercher d'autres candidatures vraiment de qualité. Donc, vous donner un exemple là, par rapport à cette mission-là de Destination Canada qu'on a eue en février 2026, donc cette année où on est à la Tunis et Paris. Avant le départ, on avait reçu plus de 100 candidatures. On avait plus de 100 candidatures. On a eu un taux de présence de 78. Donc, encore une fois, pour nous, ça, c'est un chiffre qui démontre qu'on avait fait un bon travail pour inviter ces gens-là. Et on a eu plus de 60 personnes qu'on a dû rencontrer là, à travers des séances spontanées. Donc, encore une fois, ça démontrait que c'est un secteur qui est euh, très en demande, autant chez nous qu'à l'extérieur. La deuxième leçon, c'est que, bon, là, vous voyez que depuis le départ, je vous parle de recrutement international, je vous parle de mission internationale, mais à la FCO, on veut aussi, bien sûr, se concentrer sur le recrutement local, hein. On a énormément de gens qui sont ici, qui se cherchent un emploi. Donc, on est à réfléchir comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens-là pour bien intégrer notre milieu, mais pouvoir aussi bénéficier de tous les outils qu'on est en train de développer pour le recrutement international. Donc, on a réalisé que, évidemment, notre plateforme Connexion Petite Enfance, elle est aussi efficace que ce soit à l'international ou localement. On se rend compte que les profils qu'on a développés par rapport à la candidate idéale, les outils d'évaluation, les différents questionnaires, les différents formulaires qu'on a préparés, les différentes fiches informatiques qu'on a préparées, on peut très certainement les utiliser et simplement les modifier un petit peu pour le recrutement local. Donc, il y a un gain de temps et de réduction des coûts de recrutement en réutilisant ces différents outils-là, en les adaptant tout simplement pour le recrutement local. Ça permet toujours la présélection rigoureuse là, que l'on souhaite et pour lesquelles on aspire à être vraiment les leaders. Ça l'amène encore une fois à cette adéquation-là que l'on recherche entre les profils et les milieux. Donc, une meilleure rétention, hein, parce qu'on parle beaucoup de recrutement, mais en bout de ligne, on a énormément besoin de cette rétention-là aussi. Donc, on est à développer des outils pour la rétention. Évidemment, ben, comme je le disais, c'est un projet pilote qui est en co-construction. Donc, on travaille avec un groupe d'employeurs partenaires qui viennent valider les outils auxquels qu'on développe, qui viennent valider aussi, qui viennent expérimenter ces outils-là dans leur propre centre. Et donc, ça nous permet de tester, de se réajuster au fur et à mesure. La grande leçon, dans le fond, c'est flexibilité. Ça devrait être ça la grande leçon qui est retenue. 6 petites pratiques peut-être transférables à votre propre organisation. Donc, comme je viens de le mentionner, hein, pourquoi pas réutiliser plutôt que réinventer? Est-ce que vous avez des outils
dans un projet qui peuvent être peut-être simplement un peu modifiés pour pouvoir répondre à une autre étape de votre projet ou à une autre structure de votre projet. La construction, pour nous, elle est vitale. Donc, nous, on aime travailler autant avec les candidats, avec les employeurs, avec nos homologues provinciaux pour s'assurer que tout ce qu'on met en place répond aux besoins du secteur. Évidemment qu'on vise beaucoup sur l'affichage précoce, les ateliers et les autoréflexions en amont, hein. C'est comme ça qu'on peut s'assurer d'avoir vraiment une qualité des candidatures. C'est tout ça qui se joue avant même l'entrevue avec l'employeur. Nous, on aime bien aussi aborder les défis sans détour, hein. Donc, je vous parlais des ateliers préparatoires. Un des ateliers qu'on donne s'appelle Mythes et réalité. En fait, pas mythe, rêve et réalité, pardon. Parce qu'on a réalisé que oui, les éducateurs et éducatrices, elles ont de grands rêves, elles s'imaginent, hein, comment que ça peut être beau d'intégrer le milieu de la petite enfance en Ontario ou dans une autre province canadienne. Et là, il y a la réalité, hein, le salaire qui est pas très énorme, l'hiver, l'isolation, tous les défis au niveau du processus d'immigration. Donc, nous, on essaie vraiment d'être le plus transparent, le plus honnête possible et on leur montre là, carrément un chèque de paye, un talon de paye, à quoi ça ressemble, puis combien d'argent qui te reste à la fin, puis ce que tu peux t'acheter avec ça. C'est quoi vraiment les défis? Est-ce que tu vas vivre de la discrimination? Est-ce que tu vas vivre du racisme? Donc, vraiment, là, on veut avoir ces discussions-là avec les gens, encore une fois, pour s'assurer qu'elles réussissent leur intégration. Donc, on mise beaucoup sur l'honnêteté, la transparence, là, pour bien les préparer. Évidemment que le succès de tout ça repose, comme je le disais, sur l'adéquation entre les candidats et candidates, les employeurs et les communautés d'accueil. Les communautés d'accueil, elles sont vitales. Alors, c'est important de s'assurer d'amener les bonnes personnes dans les bonnes communautés pour avoir cette belle adéquation-là. Et évidemment que de déléguer aussi l'accompagnement à des partenaires communautaires, puis de pouvoir assurer des suivis après l'arrivée, tout en travaillant justement avec ces partenaires-là, ça nous permet vraiment là, de pouvoir bien les intégrer par la suite. Donc, voilà mon petit mot de conclusion, hein, parce que souvent, euh, la petite enfance va être considérée comme un premier métier d'entrée au Canada, hein. On remarque que des gens issus de l'immigration ou qui ne sont pas encore arrivés ici se disent, bah, je vais aller travailler en petite enfance, puis ça sera peut-être facile, par exemple, pour obtenir ma résidence permanente ou autre. Petite enfance, un choix professionnel vraiment à part entière, hein. C'est une profession qui peut être très exigeante de s'occuper des tout petits. Ça l'amène une notion vraiment humaine, évidemment, ou ça l'amène qu'on doit avoir des savoir-faire, des savoir-être. On a une pédagogie qu'on doit suivre. Il y a évidemment, bien sûr, tout un système d'éthique qui doit être suivi. Alors, c'est une profession qu'on choisit, conviction qu'on choisit par passion et non simplement parce qu'on veut intégrer le marché du travail. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment toute cette préparation-là en amont. Et vous avez ici le code QR. Là, si vous êtes curieux, vous pouvez le scanner pour pouvoir aller voir à quoi ressemble notre plateforme, aller voir les différents outils que vous y retrouvez. Je vous le dis tout de suite, il est en amélioration, ce site web-là. Donc, éventuellement, il y aura d'autres choses qui seront ajoutées. Par exemple, un des outils, là, je termine avec ça, un des outils qu'on a développé aussi, c'est un Padlet. Un Padlet, c'est une plateforme sur laquelle on peut déposer différents documents, que ce soit des liens vers des vidéos YouTube, que ce soit nos présentations, que ce soit nos capsules qu'on va enregistrer. Ça nous permet de toutes les déposer sur cette plateforme-là ou que les gens à l'international puissent y avoir accès. Parce qu'il y a cette couche de défi-là aussi, hein. Certaines de nos plateformes, on n'est pas capable de transférer ou de partager des documents. Donc, nous, on utilise cet outil-là, le Padlet, et puis ça devient vraiment un outil auquel elles peuvent se référer là, en tout temps. Donc, je vais arrêter mon partage.
Merci beaucoup Chantal pour la présentation. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai moi-même déjà quelques questions. Un rappel que vous avez accès à l'outil Q&R. Donc, vous pouvez déjà déposer ces questions. Et Chantal, je vais t'inviter via le clavardage peut-être à clarifier les provinces dans lesquelles dans lesquelles la petite enfance est une profession réglementée. Et je vais passer la parole à professeur Véronis. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de réécouter cette présentation qui m'avait fascinée la première fois que je l'ai entendue au mois de juin dans le cadre du forum régional du réseau d'immigration francophone de l'Est de l'Ontario et je trouve que c'est un modèle vraiment fascinant. Et donc, je voulais, en réécoutant, ça m'a rafraîchi un peu la mémoire. J'avais quatre points ou quatre commentaires que j'aimerais souligner, aussi pour faire le lien un peu avec la recherche scientifique. Donc, il y a le côté pratique, il y a les politiques publiques, les pratiques communautaires, mais aussi comment on peut comprendre votre modèle à la lumière des théories et des concepts développés dans les études sur la migration. Donc, la première chose qui, moi, m'avait vraiment interpellée, c'est bon, la FCO et ce modèle comme un nouvel intermédiaire dans l'écologie de la migration. Donc, dans la littérature sur l'immigration, on parle des intermédiaires de la migration. Et depuis maintenant de nombreuses années, il y a une documentation sur le rôle et les différents stades du parcours avec une gamme très étendue qui en fait tend vraiment à s'élargir au fil du temps, d'acteurs, donc des consultants, des avocats, il y a des agents recruteurs qui sont formels ou informels des fois, ou des agences de voyage. Il y a des passeurs, des réseaux familiaux, il y a toute une gamme d'acteurs. Mais ce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui est qualitativement différent dans le sens que la FCO n'est pas un consultant, un avocat, il n'y a pas un but lucratif, mais c'est pas non plus un organisme d'établissement communautaire financé par IRCC après l'arrivée, une fois qu'on est sur le territoire. C'est vraiment un intermédiaire sectoriel, communautaire, qui, comme Chantal l'expliquait, en fait, couvre vraiment l'ensemble du continuum migratoire, donc longtemps avant l'arrivée, tout ce travail de présélection, mais aussi longtemps après l'arrivée pour tout ce qui est l'insertion, l'ajustement professionnel et tout. Donc vraiment, et travaille simultanément avec les personnes migrantes et leurs familles, l'employeur et la communauté d'accueil. Donc ça, dans ce sens, c'est un acteur qui est très distinct, moi, en fait, m'a fait penser un peu à une doula de la migration. Le rôle de cette doula qui accompagne. Donc j'aimerais garder cette métaphore de la doula qui informe, prépare, ajuste les attentes, sonne les cloches de la réalité, par exemple, mais aussi soutient et facilite. C'est vraiment la sage-femme là, qui facilite le passage, littéralement, métaphoriquement et littéralement. Donc ça contraste vraiment avec la fragmentation des services et des autres acteurs qui interviennent d'habitude à des segments très spécifiques de la trajectoire migratoire. Donc, alors, le deuxième point à voir avec les aspirations, les capacités et les imaginaires, les rêves et les imaginaires que Chantal a d'ailleurs commenté. Donc, ce modèle est innovant parce qu'il couvre le continuum, mais aussi parce qu'il agit simultanément sur le pôle des aspirations et des capacités. Donc, le framework, la aspiration capability, je m'excuse si je parle en anglais, mais c'est à ça que je me réfère. Donc, ce cadre d'habitude est mobilisé pour expliquer comment les gens migrent ou non. Donc, il y a l'aspiration de migrer, mais après, s'ils ont les capacités, les ressources pour le faire. Et ici, en fait, cet acteur agit sur les deux facettes, les aspirations et les capacités. Donc, je vais commencer par les capacités, qui a été en fait le gros de la présentation, où la FCO renforce les capacités non matérielles. Évidemment, les ressources financières, ça, c'est des personnes, mais
c'est l'information fiable sur les procédures d'immigration, les programmes d'entrée, l'accès à un employeur qui est préparé, qui s'ajuste, la connaissance du milieu d'accueil, le coaching professionnel, ses communautés d'apprentissage, la mise en lien avec la communauté, tous les partenaires qui ont été mentionnés. Donc, ce ne sont pas les ressources financières, mais tout ce capital informationnel qui, on sait de nos jours avec un système de sélection, l'immigration, est un facteur clé. Donc, un capital informationnel, social et institutionnel aussi avec tout ce qui est la question de la reconnaissance des acquis, qui transforme les aspirations du projet migratoire en une migration viable. Donc, c'est cet accompagnement qui permet aussi de surmonter les nombreuses barrières systémiques que l'Observatoire en immigration francophone et Kimberly connaît bien. Donc, si vous connaissez un peu l'Observatoire, vous savez qu'on est très préoccupé au sujet des obstacles, des barrières systémiques, surtout en amont. Alors, donc, votre programme, votre modèle permet vraiment d'adresser euh, en fournissant donc en amont à l'étape pré-migratoire toute la préparation du dossier, après la réalité autour des défis d'insertion professionnelle et d'inclusion dans la communauté d'accueil, donc après l'arrivée. Donc avec ce travail de jumelage de qualité et aussi de médiation interculturelle, et, si vous voulez la doula, là, c'est toute cette médiation parce que vous ajustez les migrants avec les questions se préparer au milieu du travail, à la culture du travail, mais aussi travailler avec l'employeur sur l'interculturel et travailler avec les communautés aussi. Et donc, vous incarnez vraiment ce que IRCC appelle l'intégration comme processus à double voie ou à double sens, le two-way process, qui est l'intégration. Donc, c'est pas juste le migrant qui fait tout ou la migrante et sa famille qui font tout le travail de s'adapter, mais c'est aussi l'employeur et les communautés. Et pour avoir une intégration réussie, il faut que tout le monde fasse sa part. Donc, vous préparez les personnes migrantes à leur nouveau milieu, mais aussi l'employeur et la communauté à les accueillir, à être préparés à son arrivée. Donc, d'autre part, il y a aussi le lien avec les imaginaires migratoires, les rêves dont vous avez parlé, ce fameux questionnaire d'auto-réflexion. Donc, il y a cet accompagnement pré-migratoire pour recalibrer les aspirations elles-mêmes. Donc, on a ces beaux rêves, le la la land, là, on imagine, ça va être fantastique, tout va être beau. Mais en fait, là, vous les préparez et vous les ajustez au projet migratoire, à la réalité des lieux, des conditions de vie, le salaire qui va être reçu, la nécessité de l'anglais selon le contexte de la communauté, le coût de la vie, le défi autour du logement, du système de santé, l'hiver et le climat canadien, surtout dans le nord, dans les territoires. Donc, c'est un travail de médiation entre l'imaginaire migratoire et les conditions concrètes d'installation pour bien ajuster, de sorte à ce que les personnes recrutées peuvent effectivement choisir la localité qui correspond le mieux à leurs attentes, à leurs rêves, à leurs espoirs ou à leurs besoins, par exemple, de la famille, s'assurer qu'il y ait des écoles pour leurs enfants, peut-être pour ajuster pour le métier des conjoints ou des conjointes, etc. Donc, c'est ce double travail de renforcer les capacités et affiner les aspirations qui crée vraiment le meilleur arrimage entre les deux et favorise les jumelages durables. Et c'est vraiment cette durabilité que vous visez parce que vous faites un investissement énorme. C'est vraiment beaucoup de travail, mais je crois que ça paye pour les personnes migrantes et leurs familles, pour les employeurs et pour les communautés. Et c'est ce qui distingue vraiment votre rôle comme intermédiaire, comme doula, par rapport aux autres acteurs, les consultants, les avocats, etc., etc., qui aident, mettons, sur la paperasse, l'administration, je m'occupe de vos papiers, mais vont pas faire de l'ajustement avec la réalité ou les préparer ou leur faire penser, une fois qu'ils arrivent, aux autres défis qu'ils vont devoir rencontrer. Donc mes deux autres points sont un peu plus courts, je vais aller un peu plus vite. Je voulais toucher à la question du recrutement éthique et la responsabilité envers les pays d'origine. C'est un enjeu crucial et d'actualité. C'est un débat au Canada, vu qu'on veut recruter
la crème de la crème, combler les pénuries dans différents secteurs, mais souvent, ce sont des secteurs et des professionnels qui ensuite causent des pénuries dans les pays de départ. Et puis les pays de départ ont besoin de ces professionnels pour leur propre développement. Et donc ces débats au Québec, avec certains pays en Afrique, qui ont dénoncé un petit peu le brain drain, là, les recruter d'une manière un peu éthique. Donc la question se pose, est-ce que le modèle de la FCO peut-il contribuer à éviter le brain drain? Certains parlent de brain waste des fois, surtout quand on fait venir plein de médecins ou de professionnels où ils ont besoin d'ordre et en fait ici ils doivent comme recommencer leurs études. Donc est-ce que ce modèle euh, peut aider à éviter ou est-ce qu'il reproduit un petit peu cette tendance de la fuite des cerveaux? Donc, on pourrait argumenter que le secteur de la petite enfance est différent d'autres secteurs, surtout le secteur de la santé où les médecins, disons, il faut des études très poussées pour de nombreuses années, mais quand même, il y a un ordre professionnel, il y a des standards, il y a des qualifications à faire reconnaître et tout ça. Donc, on peut quand même se poser la question si ce type de modèle pourrait venir aider à développer des mécanismes de réciprocité, par exemple, et dans vos missions, vous parlez avec, mettons, les écoles de préparation ou les ordres pour, en fait, essayer d'assurer des modèles de compensation ou que le Canada puisse contribuer, mettons, à la formation dans les pays d'origine qui pourrait contribuer aux professionnels locaux qui vont rester tout en les préparant d'autres à venir ici, ou est-ce qu'on peut parler de brain circulation? Donc, il y a des choses, je crois, ça peut peut-être nous aider à réfléchir mieux, à développer une immigration complètement éthique, donc une piste de réflexion à développer à l'avenir. Et enfin, mon quatrième et dernier point a à voir avec la mise à échelle pour l'immigration francophone durable. Donc, le scaling up, est-ce que ce doula peut servir comme modèle pour d'autres secteurs ou pour combler les besoins de certaines communautés? Et vraiment, j'aime beaucoup les recommandations, là, les 6 points que vous avez cités par rapport surtout à réutiliser au lieu de réinventer. Donc, est-ce qu'on pourrait s'inspirer même des outils que vous avez développés, ce modèle avec les capsules préenregistrées, par exemple, et les systèmes, le programme pré-départ aussi fonctionne un petit peu de cette manière-là. Donc, ce modèle pourrait être porteur pour d'autres secteurs. Ça, c'est le secteur très spécifique de la petite enfance qui est vraiment important pour le continuum de services en francophonie minoritaire, là, from the cradle to the grave, comment est-ce qu'on dit, du berceau à nos dernières résidences. Mais est-ce que cette spécificité sectorielle qui le rend tout cohérent, efficace, est-ce qu'on pourrait l'adapter pour d'autres secteurs où il y a des pénuries ou des secteurs où il y a certains besoins ou pour combler des besoins spécifiques dans certaines communautés francophones qui ne sont pas forcément dans un secteur très, très spécifique. Bon, santé, éducation, mais aussi construction et autres. Donc, peut-on adapter ces besoins et quel rôle joue IRCC? Je ne suis pas sûre, c'est le centre d'innovation qui vous a offert les financements. Mais donc, on pourrait voir vraiment IRCC aussi innovant en vouloir financer ces projets pilotes et donc comment on pourrait en bénéficier cet investissement pour être très, très porteur. Donc, pour revenir à la métaphore de la doula, la FCE a vraiment développé un modèle d'accompagnement personnalisé continu, présent à chaque étape critique du parcours, qui travaille simultanément sur les capacités et sur les aspirations de la personne migrante, mais aussi les conditions du milieu du travail et l'arrimage avec les employeurs et les communautés. Donc, comme doula, cet intermédiaire ne remplace pas les acteurs existants spécialisés, notamment
à l'accueil, le rôle des consultants, les organismes, l'établissement, les réseaux en immigration francophone, mais vraiment, vous venez compléter en assurant la continuité, la cohérence, que la fragmentation ne contribue pas, et vraiment à créer ces communautés accueillantes qu'on veut dans les communautés francophones. Donc, commune doula, je vois votre objectif pas forcément la transaction, mais la durabilité, un recrutement international bien accompagné qui mène, comme vous l'avez dit, vraiment à la rétention réelle. Je pense que cet investissement, parce que l'immigration francophone est assez unique avec de nombreux défis, mais ça peut donner une intégration socio-professionnelle, communautaire réussie, avec une contribution durable, sociale, économique, culturelle, démographique, vraiment la vitalité des communautés francophones. Donc, votre modèle m'a beaucoup inspiré, et peut-être nous avons plus besoin de ce type de doula pour la réussite en immigration francophone et même au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louisa. Merci pour les belles réflexions et pour la métaphore qui, je crois, Ah, va certainement rester, rester dans les secteurs. Il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Vous me pardonnerez, je n'ai pas osé interrompre Chantal parce que je trouvais que les informations étaient tellement pertinentes et l'enregistrement va pouvoir être partagé. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir justement être utile pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer en direct aujourd'hui. Mais on a quand même une dizaine de minutes. Je vais y aller avec plusieurs questions à la fois pour pouvoir en adresser le plus que possible. Je vais commencer avec les deux questions dans le Q&A. La mhm. première, et là, je vais faire de la traduction simultanée sans aide d'aucune IA. Mais alors, tout d'abord, bravo pour l'excellente présentation. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour implémenter ce modèle et quelle rétroaction vous avez eu des nouveaux arrivants et des employeurs? Quels aspects sont les plus pertinents? Et je vais aller tout de suite avec une deuxième question qui est le partenariat avec l'employeur semble vraiment primordial. Donc, comment gérer cette importance pour garder ce partenariat comme un atout et éviter de le transformer en challenge? Oui, parce que des challenges, il y en a toujours. Ben, qu'est-ce qui a été le plus grand défi à l'implanter? Je vous avouerai que c'est pas d'implanter le parcours comme tel qui a été difficile. C'est plutôt qu'on s'est rendu compte qu'on a peut-être fait les choses un petit peu à l'envers. Dans le sens que le projet, on l'a débuté en mettant toute l'attention sur la venue de ces candidats-là ici, mais on n'avait pas préparé nos équipes à les accueillir. Donc, on aurait peut-être dû commencer par préparer les équipes. Qu'est-ce que c'est d'intégrer dans son équipe une personne qui provient de l'international, qui a une expérience de travail un peu différente de la nôtre, qui a un accent différent de la nôtre, qui a des manières de faire différentes de la nôtre? Comment est-ce qu'on les intègre dans nos équipes? C'est ça notre plus grand défi. Ça, c'est notre plus grand défi qu'on a en ce moment. Donc, le projet aurait dû se faire un peu à l'envers. Autrement, puis là, je vais répondre à la 2 puis à la un en même temps. Effectivement que le partenariat avec les employeurs est crucial. Et nous, de quelle manière est-ce qu'on les garde engagés? C'est vraiment de s'assurer d'être vraiment co-créateurs avec eux. Donc, ils ont leur mot à dire, ils ont l'opportunité d'exprimer leurs besoins, ils ont l'opportunité vraiment d'exprimer c'est quoi leurs défis. Et là, nous, on travaille en conséquence de ça et là, on vient leur présenter. OK, bon, ben, pensez-vous que ça répond à ce besoin-là? OK, comme par exemple, la culture canadienne en milieu de travail du secteur de la petite enfance, au départ, c'était pas un atelier qu'on avait vraiment intégré. Mais à force de discuter avec les employeurs, on réalise que non, c'est vraiment, vraiment important. Donc, on a fait des séances de brainstorming avec des employeurs pour aller chercher c'était quoi tous les défis qu'on peut penser.
Et là, on est en train de travailler avec un consultant externe qui est à développer ça, mais basé sur les défis que nous, on lui a présentés, qui venaient de nos employeurs. Donc, c'est vraiment d'engager nos employeurs à chaque étape. Et je vous dirais qu'ils apprécient énormément de pouvoir recevoir des dossiers clés en main là, quand on leur dit là, ça, là, c'est une candidate étoile. Nous, on aime les appeler nos étoiles quand on en rencontre un ou une là, qui est vraiment extraordinaire. Et ça, les employeurs, évidemment, l'apprécient beaucoup d'avoir ces dossiers-là. Puis tout ce qu'on est en train comme le questionnaire d'autoréflexion, le Padlet et tout, ils ont accès à tout ça et ils peuvent nous donner leurs recommandations. Puis nous, on s'ajuste vraiment en fonction de leurs besoins. Donc, cette co-création-là, elle est super importante. Et puis on intègre aussi dans cette co-création-là les candidats et les candidates aussi. Donc, ils savent qu'ils sont dans un projet pilote. Ils savent que c'est important de répondre à certains sondages qu'on a mis en place parce qu'à la FCO, on a une belle équipe recherche et développement qui ont préparé certains sondages qu'on envoie à diverses étapes pour pouvoir aller chercher justement leur feedback pour pouvoir s'ajuster. Nous, on est vraiment, vraiment dans un mindset, là, pardon le mot, d'amélioration constante. Donc, on essaie quelque chose, ça fonctionne plus ou moins bien, on tourne à droite, ça n'a pas marché, on retourne à gauche. C'est vraiment toujours, toujours dans l'innovation, dans l'émergence. Et ça, les candidates, elles sont au courant de ça. Donc, ça leur permet aussi de se sentir un peu plus engagées, puis de vouloir participer aux différentes séances d'information parce qu'elles sentent qu'elles peuvent contribuer. Donc, ça, définitivement, c'est une partie du modèle qui, je crois, amène beaucoup de succès à tous les efforts qu'on met en place. Je pense avoir répondu. Oui. Oui, merci. Il y a une troisième question je sais que tu n'auras pas le temps d'y répondre, c'était de savoir du point de vue de l'immigrant à quoi ressemble le parcours pour obtenir la reconnaissance de l'ordre. Mais je crois que sur votre site web, il y a les ressources. Donc, je vais t'inviter peut-être à nous expliquer où est-ce qu'on peut aller trouver ces informations. En fait, la meilleure manière d'aller la chercher, c'est directement sur le site de l'Ordre professionnel des éducateurs et éducatrices. Donc, je voyais dans les différents commentaires, oui, effectivement, c'est un métier qui est réglementé aussi dans d'autres provinces, mais l'Ontario est le seul qui a un ordre professionnel. Donc, les gens qu'on amène ici, elles ne sont pas qualifiées, elles viennent comme aide éducatrice. Et là, après un certain temps, après qu'elles ont eu assez d'expérience sur le territoire canadien, elles peuvent entreprendre leur démarche de résidence permanente. Et lorsqu'elles ont reçu leur statut de résidence permanente, elles peuvent avoir accès à un cours au collège pour aller chercher, pour aller faire les équivalences, là, puis aller chercher donc leur statut d'éducatrice qualifiée en devenant membre de l'ordre. Je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails là, ou aller un peu plus en détail, vous pouvez m'écrire très certainement, puis je vous enverrai peut-être des liens ou plus d'informations. Mais ça m'amène à faire une petite parenthèse au niveau du recrutement éthique dont tu as parlé, Louisa. Parce que, en toute transparence, un des grands défis très personnels que moi je vis comme coordonnatrice de ce projet-là, c'est certainement au niveau de de ce recrutement éthique-là. Parce que on amène ces gens-là à venir travailler ici à des salaires extrêmement bas. C'est quasiment le salaire minimum. Et là, on leur demande de retourner à l'école pour aller chercher leurs équivalents. On leur demande de s'intégrer. On leur demande d'intégrer les enfants, le mari, tout ça, sur un salaire très, très, très petit. Moi, ça me brise le cœur en 1000 morceaux. Et ça, c'est une partie vraiment difficile. Donc, nous, à la FCO, on essaie de travailler beaucoup aussi sur la valorisation de la profession. Cette profession-là n'est certainement pas assez valorisée par nos gouvernements qui ne reconnaissent pas encore à quel point nos éducateurs et éducatrices ont un rôle important dans notre société. Et ça fait que les conditions de travail sont vraiment minimes, les salaires sont minimes.
Donc, tout ce côté-là est difficile, puis on essaie d'autant plus d'être vraiment transparente, de leur dire les vraies choses pour pas qu'elles aient cette impression-là d'exploitation. Mais moi, parfois, ça me laisse un petit goût amer, en toute honnêteté, définitivement. Puis, tu as mentionné les défis parce que nous ne sommes pas une agence d'établissement. Ça aussi, c'est un grand défi parce qu'on doit travailler beaucoup à naviguer à travers les différentes règles, les différents changements que l'IRCC amène constamment, mais en n'étant pas des experts de l'immigration. Donc, on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut, mais on n'est pas les experts et donc, on a des parties de notre travail qu'on fait, puis qui l'IRCC nous dit non, 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 c'est pas votre travail, c'est pas votre travail. Mais en même temps, nos éducatrices, elles arrivent avec un statut temporaire. Donc, l'accès à beaucoup, beaucoup de services leur est limité à cause de ce statut-là. Fait qu'il y a pas comment dire, là, il y a vraiment un gap entre ce qui peut être offert, puis ce qu'elles ont besoin, puis le rôle que nous, on essaie d'avoir à travers tout ça. Donc, vivement les partenariats, justement, qu'on est en train de mettre en place avec les différents centres d'établissement, puis heureusement, on a une collaboration exceptionnelle avec IRCC. Je pense qu'on leur a vraiment démontré le sérieux de ce qu'on essaie de faire, puis justement la durabilité que l'on croit qu'on va être capable d'atteindre avec ce projet-là. Mais oui, beaucoup de défis. Merci, merci Chantal. Ta fierté des communautés francophones et surtout ton souci, ta bienveillance envers les personnes immigrantes est vraiment palpable. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton leadership et ton travail. J'ai la tâche difficile de clôturer la rencontre, mais je sais qu'on aurait pu continuer encore pendant au moins une bonne heure. Mais sachez que vous allez, donc la rencontre a été enregistrée, vous allez recevoir la présentation, les documents, les coordonnées, etc. Donc, ce n'est que partie remise et on continue la conversation. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci, professeur Véronis. Merci, Chantal. Et merci à toute l'équipe de Voix vers la prospérité qui a tout organisé, clé en main, qui se sont occupés de tout. Vraiment, c'est très, très apprécié. Merci pour ce travail. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, on se revoit lors du prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci, vraiment, c'était un excellent webinaire et puis j'ai hâte au prochain. Et merci à l'équipe de Voix vers la prospérité de rendre tous ces webinaires accessibles.